Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Fin de cette saison sur dur, de ce début de saison sur dur. Et ça y est, c'est le début de saison sur terre battue qui arrive. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un bilan de ces 3 premiers mois. Je vais vous donner mes tops, mes flops. Et puis bientôt, on parlera de la saison sur terre. Mais d'abord, on a beaucoup de choses à se dire. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Normalement, tout le monde va très bien. Ça y est, il y a le soleil qui arrive, il y a la terre battue qui arrive, il y a les petites nuits parce que oui, avec le décalage horaire, ça devenait très compliqué de regarder les matchs de tennis. On est au lendemain de cette finale entre Djokovic et Mensik qui s'est jouée à pas d'heure en plein milieu de la nuit. Ça y est, tout ça, c'est terminé. Dans quelques jours, on se retrouve à Monte-Carlo et puis ensuite Madrid, Rome, Roland-Garros. Bref, j'ai l'impression que ça y est. L'année commence enfin, même s'il s'est passé énormément de choses. Et aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent un petit peu pour certains, mais aussi des très bonnes choses pour d'autres. J'ai 5 tops, j'ai 5 flops. Et puis après, vous pourrez me donner aussi les vôtres dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses à se dire. Tout ça est évidemment très subjectif. J'ai pris les miens. Il y a beaucoup de tops qui n'apparaissent pas. Les flops, je suis allé chercher un petit peu plus loin parce qu'il y a quelques flops, très clairement. Mais il y avait beaucoup de tops, je trouvais. Il y avait beaucoup de joueurs à mettre en avant. J'ai pu en sélectionner que 5 pour le format, mais je vous donnerai mes noms que j'aurais très bien pu mettre à la fin de la vidéo. Mais on commence tout de suite avec le 5e flop de cette liste. Et on va partir sur Frances Tiafoe. Alors, Frances Tiafoe, très clairement, on le voit, 6 victoires, 6 défaites. Pour moi, je le mets 5e de mes flops sur ce début de saison parce que c'est catastrophique. Et alors, il faut toujours prendre ce que j'attendais du joueur et ce qu'il a fait en ce début de saison. Frances Tiafoe, moi, je suis désolé, j'attends quand même un minimum de ce joueur qui, en 2024, certes, est un joueur hyper irrégulier, mais qui nous montre que parfois, il est quand même capable de faire certaines choses. Bon, il nous a montré qu'il était capable de faire une finale à Cincinnati. Il nous a montré aussi qu'il était capable de faire une demi-finale à l'US Open. Il nous a montré qu'il était capable de faire un 3e tour à Wim avec un match exceptionnel face à Carlos Alcaraz. Tout ça pour dire que voilà, Frances Tiafoe peut être un très bon joueur de tennis ou alors, si je suis un peu plus dur, un très bon intermittent du spectacle. Ça dépend, c'est pas évident de trancher, mais en tout cas, pour moi, il est là parce que aujourd'hui, quand on regarde son début de saison 2025, bah, c'est tout simplement catastrophique. Voilà. C'est 3e tour dans les 2 Master 1000 qu'il a pu jouer chez lui, aux États-Unis. Moi, je suis désolé, j'attends un petit peu mieux que ça. Je ne demande pas à ce qu'il gagne un titre, je ne demande pas à ce qu'il aille en finale. Mais en fait, quand on regarde, il a joué 6 tournois, il a fait 4 fois 4 défaites au 2e tour et 2 défaites au 3e tour. Pour moi, c'est beaucoup trop peu pour un joueur qui tourne aux alentours de la 20e, 30e place. Après, si je fais l'avocat du diable, Tiafoe, c'est surtout pas grand-chose tout au long de l'année en Master 1000, 3e tour au mieux, jusqu'à cette finale un peu surprenante. Bon, voilà, c'est ma 5e déception. On va dire que ça va, mais mine de rien, j'avais quand même envie de le citer. On enchaîne tout de suite avec, j'aurais pu le mettre plus haut, mais j'avais pas les mêmes attentes que les joueurs qui vont arriver après. 4e flop pour moi de ce début de saison 2025, Flavio Cobolli. Alors, Flavio Cobolli, c'est 3 victoires, 9 défaites, mais c'est surtout euh, voilà, un quart de finale en Challenger. Je ne sais même pas si on va le compter, mais sur le circuit principal, c'est first à Auckland, à l'Open d'Australie, à Rotterdam, à Acapulco, à Indian Wells et à Miami. Tout ça, c'est des défaites au premier tour. Et franchement, c'est pas à chaque fois contre des cadors. 2e tour à Montpellier, un petit quart en début d'année. Mais sinon, c'est beaucoup trop peu pour un joueur qui avait quand même relativement brillé en 2024 et qui nous avait montré des très bonnes choses. Peut-être que la saison sur terre battue va venir enfin lancer sa saison. Mais en fait, c'est un joueur qui était très bon sur toutes les surfaces, j'ai trouvé l'année dernière, et notamment sur dur, quand on regarde ses stats, 26 victoires, 13 défaites, 67% de victoires sur dur l'année dernière. Pour moi, c'est une grosse déception ce début d'année. Le joueur né en 2002, 22 ans, on pouvait se dire que ça y est, l'année d'après,
pouvait enfin lancer Koboli, qui avait montré des très bonnes choses, hein, très clairement. On voit que mine de rien, au début de l'année, c'était pas évident. Et puis, au fur et à mesure, ça y est, ça se mettait en place, notamment avec cette finale à Washington. Et même, j'avais trouvé que c'était un joueur assez spectaculaire, qui avait quand même des très bonnes qualités, qui avait un très bon bras, une très bonne vitesse de balle, une bonne vitesse de déplacement, beaucoup de qualités tennistiques. Mais au final, ce début d'année 2025, c'est un gros flop. C'est voilà, mon quatrième dans ma petite liste. Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous avez de l'attente avec ce joueur ou pas du tout? Parce que peut-être que vous ne l'attendiez pas et que ça ne vous dérange pas de le voir à ce niveau-là. Moi, perso, grosse déception, on va se le dire. Troisième flop de mon top 5, Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, c'est très compliqué, vraiment. Alors, oui, il y a deux demi-finales. Il y a demi-finale à Marseille, il y a demi-finale à Indian Wells, il y a deux quarts de finale. Mais en fait, Daniil Medvedev, c'est un joueur qu'on attend bien plus haut. C'est un joueur qui, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, sort du top 10. Je crois il passe 11e mondial. Est-ce que le prime de Daniil Medvedev serait derrière lui? Moi, je pense que oui. Je pense que les adversaires ont de plus en plus compris son jeu. Il arrive à ses limites. Il n'arrive pas à se réinventer. Ça devient très compliqué pour lui. Même, on l'a vu même à Indian Wells quand il fait demi-finale, sa victoire face à Arthur Fils. C'est un petit miracle, très clairement, c'est un petit miracle. Et surtout, toujours pas de finale cette année sur ces 3 premiers mois de compétition, sur quand même 3 mois qui lui ont vachement souri les années précédentes, où il est quand même capable de montrer des très bonnes choses, notamment ce deuxième tour à l'Open d'Australie qui fait tâche, on va pas se mentir, avec cette défaite face à Lorner Tien. On voit qu'en 2024, sa dernière finale remonte à Indian Wells et donc à l'Open d'Australie. On sait qu'il y a eu un énorme coup à ce moment-là, même si après, dans son année, il avait quand même réussi à refaire des demi-finales, notamment à Wimbledon. Mais en fait, si on calcule bien, ça fait un an que Daniil Medvedev n'est pas allé en finale d'un tournoi de tennis. Donc je ne sais pas si on se rend compte pour un vainqueur de Grand Chelem, pour un joueur qui est dans le top 10 depuis plusieurs années, ce que cela signifie. Il y a eu Gilles Simon qui est venu, Gilles Simon qui est reparti, Gilles Servara qui est toujours là. Voilà, ça fait poser question en tout cas. Un an sans finale pour Daniil Medvedev. Il est clairement dans mon top 3 des flops de ce début de saison sans aucune contestation possible. Parce que quand on regarde ses défaites depuis ce début de saison, c'est très compliqué. On a Lerner Tien, on a Bellucci, celle-là pour moi, elle est catastrophique, en dur indoor face à Bellucci qui n'a pas fait grand-chose depuis. On a une défaite bien sèche face à Medjedovic. On a ensuite Félix Auger-Aliassime avec un abandon, ça arrive. On a Griexpour, Holger Rune et là Raume Mounar. Bref, sur le papier, que des joueurs normalement bien moins forts que lui. En tout cas, des joueurs très loin en classement comme Mounar, Griexpour par rapport à Medvedev qui était bien loin en classement. Bellucci, j'en parle même pas, Lerner Tien aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait tâche et il était important pour moi de le mettre dans le top 3 de mes flops. Top 2, on était obligé. Obligé, malheureusement, je suis désolé, on est obligé de mettre Carlos Alcaraz parce que en fait, par rapport à ce qu'on attend de Carlos Alcaraz et surtout par rapport à l'absence de Yannick Sinner sur ce début de saison, même si on va évidemment parler de l'Open d'Australie, mais en fait, ce que j'attends du joueur et ce qu'il a réalisé, vous allez me dire, on s'en fiche de ce qu'on attend de toi, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, de toute façon, c'est ma chaîne YouTube, je vous donne mon avis. Voilà. Ce que j'attends, moi, de Carlos Alcaraz, c'est quand même une régularité et surtout, enfin demi-finale, finale et surtout des titres dans les plus gros tournois parce que c'est quand même un des deux, trois meilleurs joueurs du monde. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas Yannick Sinner sur ces derniers tournois. L'Open d'Australie est une chose. Cette défaite face à Novak Djokovic était pour moi une catastrophe. C'était pour moi inadmissible. Mais ensuite, on a quand même Miami, on a quand même Indian Wells. Alors, Indian Wells, certes, il perd face à Jack Draper qui remporte le tournoi ensuite. Mais à Miami, il n'y a pas d'excuse en fait. C'est très compliqué. Alors oui, il y a ce premier titre. C'est vrai, il y a ce premier titre en carrière sur dur indoor à Rotterdam, mais il faut voir les conditions des défaites, j'ai envie de dire pas très compliquées, mais où il a quand même eu très chaud face à Van de Zandschulp, face à Hubert Hurkacz, c'était très compliqué. Le niveau de jeu, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Alors oui, il gagne, il prend son ATP 500, mais sur un début de saison où il a joué 2 ATP 500, 2 Master 1000 et un Grand Chelem, il s'en sort avec seulement un petit titre en ATP 500. C'est pour moi beaucoup trop peu. Alors, en l'absence de Yannick Sinner, je ne dis pas qu'il aurait dû tout gagner, mais il aurait forcément dû gagner
un Master 1000 pour moi dans ces deux-là. Et à partir du moment où il ne le fait pas, c'est un échec. Surtout qu'à Indian Wells, il restait sur 2 titres consécutifs. Alors oui, c'est dur de faire le triplé, mais on est dans des conditions qui lui conviennent extrêmement bien. Voilà, c'est une grosse déception. Vraiment, pour moi, c'est une grosse déception. Au-delà des résultats, c'est une grosse déception aussi en termes de niveau de jeu. Après, j'en tire aucune conclusion parce que je le sais que Carlos Alcaraz est capable un petit peu de faire les montagnes russes, de jouer extrêmement bien, de jouer un peu moins bien. Et le niveau est tellement dense sur le circuit que oui, il va se faire rattraper. Comme tous les autres joueurs, ils vont se faire rattraper. On verra comment Yannick Sinner va pouvoir entamer cette saison 2025, même s'il a remporté l'Open d'Australie. Mais aujourd'hui, on a quand même une densité sur le circuit qui est extrêmement bonne, hein, on va pas se mentir. Donc, de voir Carlos Alcaraz perdre des matchs, ça ne me dérange pas, surtout qu'on le sait, il est en train de travailler son service, son revers. C'est pas facile. Maintenant, il y a la saison sur terre battue, on en parlera bientôt dans une autre vidéo. Mais là, clairement, il va falloir faire bien mieux pour un joueur de ce standing qui, déjà à 21 ans, on le rappelle, a gagné 4 tournois du Grand Chelem. Mon dernier flop, c'est évidemment, donc c'est pas ce petit jeu, c'est évidemment Alexander Zverev. Alexander Zverev, j'ai pas hésité longtemps, je pense que j'ai commencé ce classement de mon top 5 des flops avec Alexander Zverev parce que aujourd'hui Alexander Zverev c'est tout simplement catastrophique, mis à part cette finale à l'Open d'Australie. Oui, il y a cette finale à l'Open d'Australie où il n'a pas existé face à Sinner, mais sinon depuis c'est quart de finale au mieux dans des petits tournois. On a des défaites très sèches, Miami, Indian Wells au début de tournoi, enfin contre des joueurs, on va le voir juste après. Moi, je suis désolé, hein. Ok, c'est Rundolo, Comezana, Tien, Griexpour, Fils. On a des beaux noms, mais on a aussi des noms. Je suis désolé, aujourd'hui, Zverev n'a pas le droit de perdre contre Comezana, n'a pas le droit de perdre contre Lerner Tien. Griexpour est un bon joueur, mais là, on parle d'Alexander Zverev, numéro 2 mondial, qui n'arrête pas de nous dire qu'il a envie de remporter des titre du Grand Chelem, en tout cas de commencer par un premier titre du Grand Chelem. Il faut être sérieux tout au long de l'année. Là, ça fait quart de finale, huitième de finale, deuxième tour, huitième de finale. C'est pour moi un début de saison catastrophique. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je pourrais être méchant. Et au-delà de ça, je vais aller dans le même sens que Carlos Alcaraz. C'est surtout son niveau de jeu proposé. Son niveau de jeu proposé est catastrophique. C'est d'un ennui total. Il ne propose absolument rien. Son jeu vers l'avant est assez proche du néant. C'est des mots, oui, j'en ai conscience, qui sont très durs, mais je suis vraiment, je suis peiné de voir un numéro 2 mondial aussi passif, aussi neutre à l'échange, d'être toujours sur ses certitudes. On sait que ça va être un joueur très solide, qui va très bien tenir la balle, qui a un très bon revers, qui en coup droit est capable de mettre du volume, qui peut très bien servir quand il tourne à 70, 75, 80% de première balle. Il est extrêmement dur à breaker, mais au final, force est de constater que depuis ce début de saison, en tout cas après ce tournoi du Grand Chelem, les adversaires ont trouvé la clé pour battre l'Allemand. Il y a cette saison sur terre battue qui arrive. Il a énormément de points à défendre. C'est le joueur qui a le plus de points à défendre sur terre battue. Ça pourrait être une chute libre au classement très clairement. Mais encore une fois, pourquoi Zverev est le flop numéro 1 de mon top 5 à moi? Parce que Yannick Sinner n'est pas là. Et qu'aujourd'hui, Alexander Zverev, c'est aucun titre remporté sur ces 3 premiers mois. C'est une seule finale perdue face à l'Italien, mais en l'absence de l'Italien, ce n'est absolument rien. Rien en termes tennistiques et rien en termes de palmarès. Donc voilà, voilà mon top 5 de mes flops de ce début de saison. J'attends le tien dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a parlé des choses qui fâchent un petit peu, parce qu'on n'est qu'au début de saison et que évidemment tout ça peut aller très vite, tout ça est très subjectif. Encore une fois, ce n'est que mon top 5 et il n'y a que 3 mois de compétition. Mais aujourd'hui, on va aussi parler de mon top 5 des tops. Parce qu'il y a évidemment des tops, il faut en parler. Et ce premier joueur à être dans mon top 5, c'est Arthur Fils. Arthur Fils qui fait un bon début de saison, que j'aime bien, clairement. Alors oui, si on regarde au niveau des statistiques, par exemple, si on compare brutalement avec un Carlos Alcaraz, Arthur Fils, au mieux, c'est un quart de finale. Et puis Carlos Alcaraz, si on revient sur sa page, c'est un titre à Rotterdam et un seul deuxième tour, sinon c'est quart de finale ou demi-finale au mieux. Et puis là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais en fait, Arthur Fils a un moins bon début de saison que Carlos Alcaraz. Oui, concrètement, je suis d'accord avec vous, mais déjà, c'est toujours, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est en fonction de l'attente
qu'on avait de ces joueurs-là. C'est aussi en fonction des émotions que nous ont montré ces joueurs. C'est aussi subjectif, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes top 5. Mais aujourd'hui, Arthur Fils, moi, j'ai aimé son début de saison, même s'il y a eu un ou deux matchs qui étaient catastrophiques, notamment sa défaite à Dubaï face à Nuno Borges. Peut-être qu'il y avait des raisons, je ne les connais pas, mais j'en avais parlé, j'avais dit que c'était un des pires matchs que j'avais vu de ces dernières années. Mais à côté de ça, j'ai trouvé, si on oublie ce match-là, que notamment dans ces 2 semaines américaines, il a quand même été capable de montrer des progrès, j'ai trouvé, dans la tête, au niveau mental, dans la hargne, dans le caractère. J'ai beaucoup aimé sa façon de jouer tennistique, mais ça, on sait qu'il est capable lui aussi de faire un peu les montagnes russes, de descendre très bas et de monter très haut. Il va falloir très vite trouver un niveau moyen pour s'installer dans le top 15 parce que ça y est, il rentre dans le top 15. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, surtout, sa façon d'être sur le terrain et son abnégation. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu l'année dernière, qu'on lui avait pas mal reproché. Quand il jouait bien, il était dans la zone. Il était dans la zone. Quand il ne jouait pas bien, il ne jouait pas bien. Mais j'ai aimé aussi sa façon de gagner sans bien jouer en ce début de saison. Et ça, c'est quelque chose qui est très important au tennis. On a des victoires contre des joueurs contre qui il avait eu du mal. Par exemple, Diallo, il a gagné. Alors certes, il y a eu l'abandon du Canadien, mais voilà, c'est surtout des matchs où il va gagner en ayant perdu la première manche. Par exemple, face à Musetti, derrière, il s'en sort au tie-break du deuxième. Là, Diallo, pareil, il l'a battu assez sèchement. Ici, on avait le match dont je vous ai parlé. Ici, face à l'Estienne, on le voit, j'avais regardé ce match à Rotterdam où Arthur Fils perd cette première manche et puis derrière, il arrive sans dire un mot, à basculer et à gagner 6-2, 6-1. Donc voilà, il a aussi honoré sa première sélection en Coupe Davis face à Seb Otwald et face au Brésil. Tout ça, c'est des choses, moi, qui me plaisent parce que on a quand même des scénarios, on a beaucoup de 3-7. On a 3-7 face à Tiafoe. On a évidemment cette victoire, sa plus belle victoire en carrière en termes de ranking, puisqu'il bat le numéro 2 mondial, Alexander Zverev. Il nous a tous fait vibrer. On a aussi ce petit cap en Grand Chelem où il bat Virtanen après avoir perdu le premier set, où c'était très compliqué. Et derrière, il s'en sort avec un tie-break au deuxième set, et après, ça tourne pour lui. Pareil, un tie-break au troisième face à Quentin Lys. Voilà, bref, des scénarios pas forcément évidents, mais ça tourne pour lui. Il fait en sorte que ça tourne pour lui. Il a changé son équipe, il s'est séparé de Grosjean et de Bruguera ces derniers mois. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, il est mon top 5. Il est mon 5e joueur dans mon top 5 de mes tops parce que j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous proposer. Je trouve qu'il y a des progrès et ça me plaît énormément. Deuxième joueur, mais surtout mon 4e joueur de ce top 5, c'est Félix Auger-Aliassime. Évidemment, sur ces 2 dernières semaines, on en parle un petit peu moins, mais il ne faut pas rester seulement dans la culture de l'instant. Félix Auger-Aliassime, depuis le début de saison, c'est 17 victoires, 7 défaites, 2 titres et une finale, donc c'est déjà 3 finales, une demi-finale aussi à Doha. Alors oui, il fait son beurre, j'ai envie de dire, sur les plus petits tournois, 250, 500, il a 2 titres voilà, en 250. Dans les tournois qui comptent, c'est beaucoup plus compliqué, on va pas se mentir, c'est vrai, il faut le dire, mais quand même, on est sur un joueur qui, voilà, l'année dernière, on attend que ça charge, avait quand même énormément de contre-perf ici, premier, deuxième, troisième tour. Pareil, il faisait son beurre sur les petits tournois, les tapait 250. Il avait fait une finale à Madrid, mais on s'en souvient, c'était un concours de circonstances plus qu'autre chose. Donc, j'ai bien aimé son début de saison, très clairement. J'ai bien aimé son niveau de jeu, même s'il n'y a pas des changements énormes. Il a toujours ses failles en revers, il a toujours son super service plus 1 avec son coup droit qui reste toujours exceptionnel. Oui, il y a petite déception. Il y a petite déception à Miami sur cette surface un peu rapide. C'est vrai, il y a cette petite déception aussi Open d'Australie Indian Wells. Mais voilà, il méritait d'être dans ce top 5 pour moi avec ses 2 titres, ses 3 finales et même cette demi-finale à Doha. C'est un joueur qui est très constant depuis le début de saison et qui a fait ses résultats. Mon 3e joueur de ce top 5, c'est Novak Djokovic. Est-ce qu'on va actualiser? Est-ce qu'entre-temps, ils ont mis voilà, sa finale à Miami? Novak Djokovic, voilà, j'ai été obligé parce que c'est vrai que j'ai été assez critique en début de saison, mais après mûre réflexion, après avoir eu quelques débats, etc., parce que ça fait toujours réfléchir d'en parler avec d'autres gens, c'est vrai que Novak Djokovic, en quelques mois, n'avait pas pu perdre son tennis. Je ne dis pas qu'il va remporter plein de tournois cette année, qu'il va remporter le tournoi du Grand Chelem, etc., mais c'est vrai qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives trop rapidement. Il a quand même fait demi-finale à l'Open d'Australie en battant Carlos Alcaraz, même si pour moi c'est surtout Carlos Alcaraz qui avait perdu ce match, mais il ne faut
pas enlever du crédit au Serbe qui lui avait fait des très bons matchs jusque-là et qui a fait un très bon match d'ailleurs contre Carlos Alcaraz, qui certes a fait contre-performance à Indian Wells, il n'y a pas de souci, contre-performance à Doha, c'est vrai, mais Novak Djokovic, on va actualiser parce que entre-temps, cette nuit, il y a eu cette finale à Miami. Alors oui, à ce moment-là, petit doute, il abandonne contre Zverev, il est blessé, il perd contre Berrettini. Ici, c'est un peu le cirque contre Van de Zandschulp. Alors oui, ici, il se rassure un petit peu. Hijikata, Hugo Carabelli, bon, tout ça, c'est des joueurs contre qui il est censé gagner un peu tous les jours. Musetti, pareil, il a un ascendant psychologique, mais mine de rien, il nous montre qu'il est capable d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Et puis en finale, il perd face à Mensik. Et alors, il avait un petit problème à l'œil. Est-ce que ça l'a gêné? Je ne sais pas. En tout cas, Mensik fait un très beau tournoi. Mais voilà, Novak Djokovic n'a pas perdu tout son tennis. Novak Djokovic est quand même là, 12 victoires, 5 défaites. Alors oui, ce n'est plus les mêmes standards qu'il y a quelques années, mais quand même, j'ai trouvé ça important de le mettre ici parce qu'à la race, et on le verra à la fin de cette vidéo, bah, il est extrêmement haut pour beaucoup de critiques et je voulais quand même rétablir quelques vérités. On passe sur mon top 2 de mes tops. On est sur Jack Draper. Jack Draper, c'est 13 victoires, 3 défaites. On est clairement sur des stats d'un joueur qui est top 10 facilement et puis d'un joueur qui se rapproche du top 8 et peut-être potentiellement un peu mieux en fonction de son état physique. Il a remporté son premier Master 1000 en carrière à Indian Wells. Il fait quatrième tour à l'Open d'Australie. Mais on va regarder, en fait, Jack Draper, ce qu'il faut noter, c'est surtout des gros progrès physiques. J'ai trouvé, évidemment, son tennis est là, mais on sait que c'est son physique qui pose question. On a ici 3 victoires. 3 victoires en 5-7. Et c'est quand même à noter ici un super tie-break. Ici, pareil, il était mené 2 manches à 1 face à Navone, même si ce sont des joueurs contre qui, oui, il est censé gagner peut-être même en 2, on est tournoi de Grand Chelem, en 3 ou 4-7. Mais il finit par remporter ces matchs-là. Il enchaîne 5-7, 17, 15 7 de suite et tout ça, il remporte ses matchs. Alors derrière, c'était trop compliqué face à Carlos Alcaraz, on lui en tient pas rigueur. Mais voilà, j'ai trouvé que ça déjà, c'était un très gros progrès pour lui parce que physiquement, il nous a déjà montré que c'était pas toujours facile. On l'a déjà vu vomir sur le court. Donc c'est à noter. On voit qu'ici aussi, au Qatar, à Doha, il perd contre Roublev qui derrière, le Russe, remportera ce tournoi. Donc il n'y a pas de scandale sur un très bon match avec un très beau parcours notamment. Ici, il fait un Indian Wells exceptionnel. Si on regarde le parcours très rapidement, Fonseca, Brooksby qui jouait un très bon niveau de jeu, Tyler Fritz, Ben Shelton, Alcaraz, Rune. Sincèrement, en termes de ranking, ça paraît pas exceptionnel si on prend les meilleurs Master 1000 de l'histoire. Mais en termes de niveau de jeu, Fonseca, Brooksby de retour. Allez, si vous voulez, on enlève Brooksby, mais moi que je trouve quand même très bon. Ça fait Fonseca, Fritz, Shelton, Alcaraz, Rune. C'est une perf exceptionnelle. Exceptionnel, un niveau de jeu monstrueux, un tableau de chasse exceptionnel. Et derrière, on le connaît, le syndrome du joueur qui remporte un tournoi, qui galère au tournoi d'après. Et d'ailleurs, il perd contre Mensik, qui lui remportera le tournoi. Bref, il n'y a pas de scandale et on est clairement sur voilà, le deuxième joueur, pas peut-être le plus frisson, mais le plus intéressant de ce début de saison. Parce que oui, le joueur top 1 de mon top 5, et je pense qu'on sera beaucoup à l'avoir, c'est le joueur frisson de ce début de saison. Joao Fonseca qui a déjà joué 27 matchs, qui a 22 victoires, 5 défaites. Il a déjà 3 titres cette année, 2 en Challenger et son premier sur le circuit principal. Sa première victoire aussi exceptionnelle à l'Open d'Australie face à Roublev. Voilà, on ne présente plus Joao Fonseca. Ce que ce jeune fait depuis le début de saison, on n'a pas vu ça depuis Carlos Alcaraz et ensuite depuis Rafael Nadal. Parce que très clairement, c'est des stats de zinzin. On ne se rend pas compte, il a fait 27 matchs, 22 victoires. Tout ça en 2025. Je ne sais pas si on se rend compte, il a joué une tonne de matchs. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est son calendrier. Là, il ne sera pas à Monte-Carlo et je trouve que c'est une très bonne chose. Il a besoin de souffler, de respirer parce que la hype autour de ce joueur est exceptionnelle. On l'a vu sur les réseaux sociaux, il est déjà à plus d'1 million de followers. Il est bien plus loin que moi qui suis à 5000 followers. Bref, j'ai peut-être pas les mêmes stats que lui au tennis ni sur Instagram. Mais par contre, en tout cas, je le mets top 1 largement de mon début de saison parce que je trouve ça exceptionnel. C'est pas son premier tour à Rio de Janeiro qui va me faire changer
quoi que ce soit. J'ai essayé de rater aucun match de ce joueur. À chaque fois que je le vois qu'il est programmé, je me débrouille pour essayer de regarder le match ou essayer de le revoir après parce qu'il procure quelque chose. Il procure des émotions. Il emmène la foule avec lui. On l'a vu partout où il est passé, que ce soit en Argentine, alors qu'il jouait contre des Argentins. Il y avait un public voilà, qui était là pour lui. On l'a vu à Miami et on ne savait pas si c'était Miami ou si c'était Rio. Mais c'est assez drôle de voir qu'à son jeune âge, il arrive quand même à supporter toute cette pression, mais c'est vrai qu'à Rio, il n'a pas réussi chez lui. C'est vrai que ça sortait aussi de Buenos Aires, un petit peu comme Draper qui a gagné son tournoi et qui, le tournoi d'après, a fait first. C'était un petit peu la même chose avec Fonseca. Après Buenos Aires, il a fait first à Rio. Donc voilà, c'est assez fou quand même de se dire ça, qu'un jeune joueur aussi fort, aussi jeune, arrive sur le circuit. C'est pas pour nous déplaire, très clairement, parce que oui, on a Sinner, on a Alcaraz, mais là, on a déjà un autre joueur qui montre qu'il est capable de se mêler à la course du top 10 en fin de saison. On va pas se mentir, c'est un petit peu, peut-être pas son objectif direct, mais en tout cas, ça risque d'être un objectif. Et là, on a la race, donc on va l'actualiser parce qu'on a Mensik qui arrive. Et évidemment, je vous ai donné mon top 5 des flops, mon top 5 des tops, mais on est aussi sur des joueurs qui auraient pu y apparaître, comme Mensik qui a remporté hier son premier Master 1000 en carrière. On est sur un demi-nord qui fait un très bon début de saison. J'ai longtemps hésité, c'est vrai, à mettre dans mon top 5 Denis Shapovalov, qui est de retour, 14e à la race. Voilà. Si j'avais dû mettre deux autres joueurs dans mon top 5, ça aurait été peut-être Denis Shapovalov et peut-être un joueur dont on ne parle pas suffisamment mais qui a fait un boulot exceptionnel sur la tournée sud-américaine, c'est Sébastien Baez. Voilà, si j'avais dû mettre un top 7, j'aurais mis Baez, un top 6, Shapovalov. Je vous laisse vous mettre dans les commentaires votre top 5 des top 5, votre top 5 des flops. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, lâche ton meilleur pouce. Lâche ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. J'attends les vôtres aux commentaires, ça m'intéresse énormément. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes choix. Ça m'intéresse aussi. Et on se retrouve très vite pour la saison sur terre battue.